Caraïbes 13h. Richard Garnier. Nous sommes le jeudi 14 mai, il est pile 13h. Retrouvons l'édition de la mi-journée, le Caraïbes 13h, présentation Richard Garnier. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour à toutes et à tous. Les Guadeloupéens vont pouvoir décompresser en juillet-août et partir en vacances. C'est l'annonce enfin encourageante et positive du Premier ministre, s'exprimant ce matin devant le comité interministériel sur le tourisme. Certes, ne soyons pas dupes, cette liberté des vacances à nouveau accordée aux citoyens vise essentiellement à relancer l'activité touristique, particulièrement prégnante, structure auquel sera versée une aide substantielle. Précision dans un instant d'Aline Druel, et nous voyagerons encore plus loin avec notre grand témoin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, tout en n'oubliant pas de solliciter des petites structures, l'une de gîte et l'autre de restauration, car nous le verrons, de nombreuses zones d'ombre subsistent tout de même, comme la réelle capacité de la flotte des avions à partir de la fin juin pour acheminer les touristes potentiels ou pour permettre au plus grand nombre de Guadeloupéens de voyager, et surtout à quel prix. Le reste de l'actualité de ce jeudi 14 mai, un autre secteur en difficulté se pose lui d'énormes questions, le secteur agricole. Le président de la Chambre d'agriculture a présenté des pistes pour accompagner les agriculteurs. Selon lui, si le tourisme est certes important, la relance agricole doit obligatoirement entraîner dans son sillage d'autres secteurs d'activité. Au 4e jour de déconfinement progressif, il n'y a pas que l'organisation des écoles qui soit chamboulée, celle des établissements d'accueil de la petite enfance l'est aussi. Un protocole d'hygiène est désormais obligatoire pour toutes les crèches et micro-crèches, nous expliquera Laura Latchan. Quant à Rincy-Dieng, il s'est rendu à la rentrée dans les écoles primaires et maternelles de Goyave. De nombreuses réactions découlent de la réunion d'hier sur la gestion de l'eau avec l'ensemble des acteurs concernés. La CARL, la communauté d'agglomération, appelle chacun à ses responsabilités. Comme quoi, on en est toujours à ce stade-là. Et puis en sport, nous reviendrons sur le vibrant hommage rendu hier au président du comité régional cycliste Clotaire Bouécasse, décédé à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. Hommage exceptionnel en ces temps de restrictions en la matière. RCI, c'est toute l'info. Merci de nous suivre. Les Français pourront partir en vacances en juillet et en août. Et donc, les Guadeloupéens, cette petite phrase du Premier ministre résonne enfin positivement dans toutes les têtes. Un comité interministériel sur le tourisme s'est ainsi tenu aujourd'hui, 14 mai, en présence des acteurs de l'hôtellerie, des parcs de loisirs, mais également des gîtes ruraux pour faire le point sur le secteur durement frappé par les 2 mois de confinement. 18 milliards d'euros, c'est la somme totale mise sur la table par le gouvernement pour le secteur touristique, très touché par cette crise sanitaire. Le Premier ministre a pris la parole à l'issue d'un 5e comité interministériel du tourisme auquel assistait d'ailleurs la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Édouard Philippe a annoncé des mesures d'accompagnement pour les entreprises. Et Aline Druel, le locataire de Matignon, a donc surtout affirmé que les Français allaient pouvoir partir en vacances. C'est le 2e axe de ce plan de soutien au secteur du tourisme, tracer des perspectives et préparer sa reprise. Cela va passer par les prochaines grandes vacances. Elles seront possibles, a affirmé le Premier ministre, mais il faut rester prudent. S'agissant des vacances, et là encore sous réserve de l'évolution de l'épidémie et de possibles restrictions très localisées en fonction de son évolution. Nous privilégions une hypothèse raisonnable. Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août. Et quand je dis en France, c'est évidemment en métropole, dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. À cet égard, je voudrais me féliciter et remercier les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme d'avoir pris aujourd'hui l'engagement de garantir un remboursement intégral en cas d'annulation liée au Covid des nouvelles réservations effectuées. Dans ce plan tourisme massif sans précédent et nécessaire selon le gouvernement, des mesures sont aussi prévues pour permettre aux entreprises du secteur de limiter les faillites et les licenciements. Fonds de solidarité élargi et qui va rester ouvert jusqu'à fin 2020. Dispositif de chômage partiel prolongé jusqu'en septembre. Dispositif de prêt renforcé, report des échéances bancaires, cotisations patronales exonérées au moins de mars à juin. Le plan du gouvernement prévoit aussi de possibles allègements des taxes de séjour. Le doublement du plafond journalier des tickets restaurants qui va passer de 19 à 38 euros et ce dès la réouverture des cafés et restaurants. Une date pour ces établissements sera fixée fin mai, mais le gouvernement est déjà favorable à une ouverture le 2 juin dans les départements en vert. Aline Druel. Et bien évidemment, notre grand témoin ce midi est le président de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Bonjour Patrick Vialcollet. Bonjour aux auditeurs d'RCI. J'imagine que vous vous réjouissez dans un premier temps d'apprendre que les Guadeloupéens vont pouvoir partir en vacances en juillet-août. Mais secondairement, pour les petites entreprises, surtout du secteur touristique, notamment chez nous, vous soulignez, j'imagine, la mesure d'aide déployée par le gouvernement.
Oui, alors pris comme ça, 1 à 1, pris le volume de 18 milliards, on pourrait croire que le compte y est. Alors je vais vous dire une chose, le compte n'y est pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi, et ça va être très simple. Nous avions demandé au gouvernement d'ouvrir les pertes d'exploitation, c'est-à-dire la couverture des pertes d'exploitation, et nous pensions que c'était possible. Il y avait des négociations en cours et pas un mot là-dessus, ce qui veut dire qu'aujourd'hui le tourisme doit payer à lui seul l'ensemble des pertes d'une fermeture qui n'est pas de son fait et qui est simplement une décision du gouvernement. La deuxième chose que nous avions demandé, c'était de proroger l'activité partielle au moins jusqu'au 31 décembre. Qui peut croire qu'au 30 septembre, nous allons retrouver notre activité comme si de rien n'était, et donc nous allons pouvoir maintenir tous nos salaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en faisant cela, le gouvernement, maintenant, 30 septembre, abandonnant l'activité partielle, ne laisse aucun choix aux chefs d'entreprise de procéder au licenciement du personnel pour lequel il n'a pas d'activité. Je trouve ça terrible. Et si nous l'avions su avant, nous n'aurions pas attendu septembre pour le faire. Ce qui veut dire concrètement que, bien sûr, on était en haute saison touristique lorsque cette crise sanitaire mondiale s'est déclarée. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas rattraper ce manque à gagner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les caisses sont vides. Il n'y a plus 1 euro dans. C'est bien ce que je dis, donc on ne pourra pas rattraper cette situation. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Non, mais qu'est-ce qui va se passer ? On nous a dit 0 charge, 0 recette, 0 dépense. Bon, on a bien compris que c'était plus un slogan qu'une réalité, et nous avons dû faire face à un certain nombre de dépenses. Je ne dis pas que le gouvernement n'a rien fait. Je ne voudrais pas qu'on déforme mes propos. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais à un moment donné, le tourisme ne peut pas supporter à lui seul le poids des décisions qu'a pris le gouvernement pour faire en sorte que le virus ne se propage pas. C'est clair. En fait, à vous écouter, on a l'impression que, comme ça a été présenté ce matin par le Premier ministre en disant les Français vont pouvoir voyager en juillet-août, c'est un petit peu un écran de fumée. Non, j'ai pas dit ça parce que personne ne. Je vous pose la question simplement. Personne ne pouvait imaginer qu'on fasse l'impasse sur juillet-août. Ce qu'on voudrait savoir, parce que vous vous rendez bien compte, les restaurants doivent réouvrir, les parcs doivent réouvrir courant juin. Autrement, il faut prendre acte que le tribunal de commerce va devoir accueillir toutes ces entreprises qui vont aller déposer leur bilan. C'est ni plus ni moins ce qui nous attendait. Donc c'est une bonne nouvelle. Simplement, nous souhaitons savoir, est-ce qu'il y aura des contraintes pour les avions ? Parce qu'aujourd'hui, les avions ne peuvent pas avoir plus de 110 places, alors que puis porter à 200. Est-ce que toutes les compagnies pourront voler ? Est-ce que les contraintes pour la réouverture des restaurants ne sera pas aussi forte qu'on puisse l'imaginer, que finalement on nous dise vous pouvez ouvrir, mais en gros un restaurant où vous aviez 40 places, vous n'en aurez plus que 10 de disponibles, ce qui fait que finalement ce n'est pas rentable. Oui, et justement une autre question également pour les voyageurs potentiels, les Guadeloupéens, est-ce que les prix des billets ne vont pas flamber non plus ? Alors j'espère que non. Vous savez, moi je pense que les compagnies, elles aussi, ont besoin de voler, ont besoin d'avoir des clients, ont besoin d'avoir des recettes. Et croyez-moi, c'est pas en augmentant le prix des billets d'avion que vous aurez le plus grand nombre de clients. Donc il y aura toujours un ajustement entre le prix payé et le nombre. Simplement, ce qu'il faut faire aujourd'hui, on avait demandé en plus, mais on n'a pas été beaucoup écouté finalement par le gouvernement, je le constate. On avait demandé un crédit d'impôt pour les voyages outre-mer, pour une raison très, très simple. C'est que les Français voyageant en France peuvent prendre le train ou la voiture et ça leur coûte pas très cher que se déplacer par ce moyen. Devant prendre l'avion pour aller dans les Outre-mer, on avait demandé un petit coup de pouce, vous savez, un petit crédit d'impôt, ça pouvait être de 200 ou 300 euros par personne, permettant d'amortir le prix du billet d'avion. On n'a pas été entendu, ça aurait été un moyen de nous remettre en activité. Vous savez ce que demandent les chefs d'entreprise aujourd'hui ? C'est ni plus ni moins du travail et qu'on compense les pertes qu'ils ont subies parce qu'ils ne sont aucunement responsables de ces pertes. Et donc, vous l'avez dit depuis le début, ça n'a pas été garanti par l'annonce ce matin du Premier ministre à ce comité du tourisme. Je pense que peut-être que d'autres... J'espère que les Outre-mer vont être pris en compte dans un dispositif spécifique. Je n'ose pas imaginer que ce dispositif puisse être celui des Outre-mer. Parce que à ce moment-là, les Outre-mer vont souffrir beaucoup plus
que la métropole. Et je peux vous garantir, nous avons à peu près entre 3 et 4 milliards de pertes qui vont s'opérer via le Covid-19. L'outre-mer, c'est à peu près 18 000 emplois que Atout France, c'est Atout France, c'est pas moi qui le dis, qui dit qu'on pourrait perdre 18 000 emplois. Je n'ose pas imaginer que l'outre-mer puisse payer cette facture et si elle devait l'être, elle ne se relèvera pas. Merci beaucoup en tout cas Patrick Vial-Collet. Il faudra voir si d'autres demandes peuvent émaner de votre part et peuvent être entendues par le gouvernement par la suite. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct. C'est, on l'a dit, si l'annonce positive que les Guadeloupéens pourront partir en vacances au mois de juillet et d'août dans l'Hexagone et en Outre-mer sonne au départ comme une bouffée d'air pour de nombreux professionnels chez nous, on vient de le voir, c'est à mitiger. Et la prudence reste également de mise, notamment en matière d'organisation à venir, on l'a dit, à partir de fin juin dans les avions, sur le prix des billets qui risque à nouveau d'être prohibitif, ainsi que le risque de ne pas pouvoir aller bien loin dans la Caraïbe. Cela, c'est bien sûr pour les futurs voyageurs que vous serez, peut-être, mais la méfiance s'exprime, et on vient de le voir avec Patrick Vial-Collet, également du côté des entrepreneurs du tourisme au Moule, dont 2 d'entre eux se sont livrés au micro de Nicolas Ledin. Et après 2 mois d'inactivité, la plupart des entreprises touristiques tirent la langue, à l'image des gîtes La Case à Liline de Jean-Yves Vey. On est parti sur le principe que comme on prend les acomptes, qu'on les a remboursés, parce que effectivement les gens n'y sont vraiment pour rien, il fait une perte sèche quand même, plus le fait de ne pas avoir de coursier, il va falloir penser à taper dans les économies si toutefois on en a. Alors cette annonce du gouvernement de réautoriser les vacances à partir de juillet, c'est une bouffée d'air pour le restaurateur Patrick Génélan. Ça sera bienvenu, parce que vu la crise sanitaire qu'il y a, ça ne fera que du bien, quoi. La clientèle, elle est essentiellement touristique ? Oui, touristique, ouais. En plus, vu on est à proximité de la plage, et la plage elle est interdite là pour l'instant, ça fait encore double effet, quoi, pour nous, quoi. Moi je dirais même à la limite, s'ils pouvaient même prolonger les vacances ou un départ touristique avant les dates prévues, quoi, ça serait bien, quoi. Une bonne nouvelle, même s'il reste encore de nombreuses incertitudes pour Jean-Yves Vey. C'est ça un peu qui nous fait espérer, on va dire. Maintenant, est-ce qu'il y aura les avions, que toutes les compagnies ont les reins suffisamment solides aussi pour pouvoir continuer leur entreprise. Il y a quand même de l'incertitude, et puis les décisions sont prises au niveau du gouvernement au jour le jour, et puis nous, on écoute au jour le jour pour savoir comment la situation va évoluer, quoi. Il y a d'espoir, on voit, mais je crois que 2020 est une année blanche, et j'ai bien peur qu'elle le soit jusqu'en fin d'année. Et il faudra s'adapter aussi aux contraintes sanitaires avec notamment des gels, par exemple, difficiles à trouver en ce moment, mais aussi au niveau de l'accueil, un peu moins convivial, ce que déplore Liline, la gérante de ces gîtes. On faisait un accueil en recevant les gens le soir pour des acras et un petit planteur, tous ensemble. Donc ça va pas être possible. Donc on va mettre à disposition vraisemblablement dans les bungalows. Un pot avec distanciation à l'arrivée, mais cela sera compensé par un petit cadeau, des masques que Liline a confectionnés elle-même. On continue. Oui. Même pour les vacanciers Oui. Le reportage de Nicolas Ledin au Moule. On parle à présent d'un secteur en grande difficulté également. C'est le bilan en tout cas dressé par Patrick Célin concernant le monde agricole. Invité ce matin sur notre antenne, le président de la Chambre d'agriculture a donc présenté des pistes pour accompagner les agriculteurs. Selon lui, si le tourisme, on l'a vu à l'instant, est important, sa relance doit obligatoirement entraîner d'autres secteurs d'activité dans son sillage. Pour Patrick Célin, les agriculteurs ne doivent pas être les oubliés de la crise sanitaire mondiale. Et il l'a dit ce matin au micro de Cédric Centime. Le secteur, vous l'imaginez très bien, se porte pas bien. Compte tenu de l'actualité, donc les agriculteurs, on pourrait classer en plusieurs catégories, au moins 3. Ceux qui s'en sortent pas mal, selon ce qu'ils disent eux-mêmes, donc les organisations professionnelles qui ont été un petit peu aidées, et tant mieux par la région, d'autres qui disent un petit peu que ça, ils n'ont pas été très touchés, mais la plus grande majorité, donc ceux qui ont été sondés par la Chambre d'agriculture, je peux vous dire que c'est la grande difficulté. La grande difficulté, pourquoi ? Parce que eux aussi, ce sont des Guadeloupéens à part entière qui subissent autant les aléas de cette pandémie que les autres, donc avec l'impossibilité pour certains de sortir parce qu'ils sont personnes à risque, les gardes d'enfants, eux aussi, ils ont des enfants, et aussi sur les circuits de distribution qui leur sont propres, parce qu'on dit qu'ils ne sont pas organisés, mais ils ont chacun quand même leur organisation, et ils n'ont pas pu accéder à ces marchés traditionnels qu'ils avaient l'habitude fermés. Donc nous avons fait des efforts malgré tout dans le cadre des drives avec le concours de la préfecture, des mairies, Petit Canal pour Bertrand par exemple, nous avons réussi quelque chose de formidable, mais c'est
c'est pas vrai pour toute la Guadeloupe. Et donc nous avons un certain nombre d'agriculteurs qui sont en très grande difficulté. Donc, puisque concernant les mesures, il y a une seule mesure sur laquelle ils pouvaient aller, sur la mesure 1, et là encore sous les sondés, à peine 30% de ceux qui ont tenté cette aide ne l'ont pas obtenue. Donc la difficulté de trésorerie se sent aujourd'hui et est très fort dans le camp de ces agriculteurs qui constituent la grande majorité, plus de 70% du monde agricole guadeloupéen. RCI, il est déjà 13h15. Le robinet des récriminations continue de couler chez nous et de nombreuses réactions parviennent dans le dossier de la gestion de l'eau. Après la CTAP d'hier, la conférence territoriale de l'action publique s'est tenue à l'invitation du président du conseil régional en présence du préfet de région, du président du SIAG et des représentants du département, de l'office de l'eau et des EPCI. La CARL étant représentée par son premier vice-président, Christian Baptiste. La communauté d'agglomération appelle chacun à ses responsabilités et se prononce en faveur du syndicat unique de l'eau. Vous savez, celui qu'on attendait depuis le 1er janvier dernier. Le premier vice-président de la Riviera du Levant, Christian Baptiste, est revenu également sur les difficultés d'approvisionnement en eau de la CARL. Il a rappelé les engagements déjà pris, notamment pour la réfection des réseaux. Nous sommes pour le syndicat effectivement unique de l'eau pour permettre une meilleure gestion et organisation de l'eau. Donc les EPCI tels que la CARL ou encore le Nord-Bastère qui a déjà pris des libérations, ainsi que le département et région, mais nous appelons aussi à la responsabilité des autres EPCI qui ne l'ont pas encore fait, Cap Excellence, Nord-Bastère et Sud-Bastère puissent pouvoir le faire. Nous appelons aussi à la responsabilité que les débiteurs publics du SIAG puissent faire en sorte que les dettes du SIAG soient payées. Je rappelle que en réalité, le SIAG a plus de créances que de dettes. Et donc, ce qui permettra effectivement de mettre dans une fusion absorption que cette structure unique n'est pas à supporter de dette du SIAG. J'en appelle aussi à la responsabilité du préfet. Si tant est que ces dettes publiques ne sont pas honorées, eh bien qu'ils puissent procéder au mandatement d'office. Ça aussi, ça fait Christian Baptiste, le moment que nous lui Christian demandons Baptiste, cela. cette structure unique était annoncée au 1er janvier. Aujourd'hui, vous nous rappelez que vous êtes pour. Le président de région lance un ultimatum pour le 30 juin. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? C'est purement politique? Forcément, c'est purement politique. Nous appelons à la responsabilité politique. C'est vrai que tout chacun peut poser des conditions, mais ce que nous voulons réellement, c'est que nous puissions avoir une organisation et qui soit efficace. Et j'espère que quand même que derrière cette responsabilité politique, et qu'il n'y aurait pas des enjeux de pouvoir ici et là, parce que je pense que c'est vraiment pas ce dont la population de la Guadeloupe a besoin. Ce dont elle a besoin, c'est que l'eau coule dans le robinet et ne pas se trouver justement au détour de ces enjeux de politiciens, si je dis si tant est qu'il y en ait. Et pour rajouter de l'eau au moulin, si je puis dire, le deuxième grand témoin de cette édition est le député de la Réunion, membre de la France Insoumise, Jean-Hugues Ratenon. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez réclamé l'an dernier la création d'une commission d'enquête sur l'eau potable en Outre-mer, avec, j'imagine, des investigations encore plus approfondies sur la situation la plus sombre vécue depuis des dizaines d'années chez nous en Guadeloupe, et ce jusqu'à aujourd'hui. Oui, effectivement, parce que il faut savoir quand même que déjà je vous remercie de me donner la parole et je salue l'ensemble des citoyens et citoyennes de chez vous. Il faut savoir que l'eau n'est pas une marchandise comme les autres et on ne peut pas vendre de l'eau comme si on vendait n'importe quelle marchandise sur le bord du chemin dans une logique purement capitaliste où c'est l'argent est roi. Il faut savoir si on est dans cette situation, la situation est grave chez vous, mais la situation est aussi préoccupante dans d'autres régions, et notamment à La Réunion, mais aussi à Mayotte. Et donc c'est parce que les multinationales, le capitalisme pur a mis la main dessus et leur objectif c'était pas de servir l'intérêt des gens, mais de se servir. Et face à cela, il y a le problème de l'eau qui arrive ou n'arrive pas dans les robinets, mais il y a aussi le problème de la qualité de l'eau. Et c'est pour cette raison qu'en 2018, nous avons réclamé une enquête parlementaire. On attend toujours le résultat, puisque malheureusement ce gouvernement préfère regarder du côté des multinationales que de la population qui souffre, afin de faire toute la lumière sur ce qui
se passe, ce qui s'est passé au niveau de la gestion de l'eau dans les Outre-mer. Nous voulons quand même, parce que l'eau est un droit commun de l'humanité. Donc nous demandons cette enquête qui sera chargée d'examiner les conditions de collecte, d'assainissement, de distribution, de facturation de l'eau potable en Outre-mer et une évaluation sur la qualité de l'eau et son impact sur la santé. Par la suite, à la suite de cette enquête, il faudra prendre des mesures pour rétablir l'égalité aussi entre les territoires hexagonaux et les territoires d'outre-mer. Parallèlement à cela, nous avons aussi fait une proposition de loi constitutionnelle faisant effectivement de l'eau un bien commun de l'humanité. Toute personne a le droit fondamental et inaliénable d'accéder gratuitement à la qualité de l'eau potable indispensable à la vie et à la dignité. Le liquide vital. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans les Outre-mer, c'est encore pire chez vous. Justement, le liquide vital, comme on l'appelle. Vous avez vraiment résumé la situation avec des termes très graves. Vous avez dit que cette commission d'enquête parlementaire est sollicitée depuis plus de 2 ans et que le gouvernement ne s'y intéresse pas parce qu'il préfère favoriser les lobbies que la santé des populations ultramarines. C'est grave ce que vous dites. C'est le cas au niveau de l'eau, c'est le cas au niveau de la grande distribution. Le gouvernement, c'est grave, mais c'est la vérité. Mais moi, j'ai pas l'habitude de mâcher les mots. Je dis les choses parce que j'ai été élu pour servir On vous en remercie bien. La population et non l'intérêt des multinationales, l'intérêt de ceux qui se gavent sur le dos des hommes et des femmes qui vivent dans le pays et qui font tout pour essayer de vivre dignement. Vous savez que ce problème de l'eau est atteinte à la dignité humaine. Et le gouvernement, aujourd'hui, préfère tourner le dos à la population et regarder avec les yeux doux les multinationales, puisque c'est un gouvernement des riches. Et je suis alerté par mes amis de la France Insoumise là-bas, de chez vous jusqu'à La Réunion, et notre groupe est alerté par nos amis là-bas, et nous faisons tout pour continuer cette bataille pour améliorer les conditions de vie des gens et améliorer le pouvoir d'achat et aussi la qualité, parce qu'il y a cette problématique aussi de la santé, de la qualité de l'eau, en lien avec la qualité de l'eau. Il y a justement, en termes de qualité de l'eau, on ne peut pas passer sous silence en Guadeloupe cette situation, même aux Antilles, de façon générale, en Martinique également, cette présence de chlordécone pendant des années dans l'eau qui était distribuée dans les robinets. J'imagine que la commission d'enquête parlementaire vise à également établir cela. Ça fait des années que de multiples associations se battent pour reconnaître ce qu'ils appellent, eux, un empoisonnement de la population guadeloupéenne. Là aussi, on n'a que peu de chances d'avancer. Écoutez, on a des chances d'avancer. Il suffit de changer de gouvernement. Il suffit de changer la gouvernance de ce pays. C'est que la France. Oui, nous demandons une commission d'enquête, justement par rapport à ces problématiques posées par vous à la radio, pour justement une évaluation sur la qualité de l'eau et son impact sur la santé. Mais ça, vous savez, ça fait peur au gouvernement. Ça fait peur au système. Et donc, nous voulons justement casser ce système. Parce que ce système ne sert pas l'intérêt des gens. Et cela est inacceptable. On ne peut pas continuer comme cela. Oui, il y a des solutions. Et la solution passe par le changement s'ils ne veulent pas faire la vérité. S'ils ne veulent pas faire la vérité, c'est qu'ils ne sont pas au service des hommes et des femmes qui vivent dans ce pays. À partir de là, à la population de tenir compte de cela et d'agir en conséquence. Merci beaucoup. En tout cas, vous parlez de qualité de l'eau distribuée. Vous parlez de la qualité de l'eau distribuée. On remarque tout simplement qu'il y a un nombre de foyers incroyablement important en Guadeloupe. On est privé pratiquement tous les jours. Donc on n'en est même pas encore à la qualité de l'eau, on en est au service qui n'est pas rendu. Merci beaucoup en tout cas Jean-Hugues Ratenon d'avoir parlé aussi clairement ce midi sur notre antenne. Vous êtes le député de La Réunion, membre de la France Insoumise, et vous avez demandé donc une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de l'eau potable. Merci encore. Comme prévu, la rentrée des classes de primaire et de maternelle a débuté aujourd'hui, ce matin même, sur la commune de Goyave. D'abord les grandes sections CP et CM2. Viendront ensuite les autres classes à partir de ce lundi. Des moyens ont été déployés par la municipalité goyavienne pour faire respecter les gestes barrières, comme à l'école élémentaire de Christophe notamment. Pas de crainte donc particulière chez les enfants ou leurs parents. Reportage à la sortie signé Rincy Xieng.
Il n'était pas plus d'une quinzaine d'élèves sur 85 à s'être présentés ce matin aux portes d'école élémentaire de Christophe Zac de l'Aiguille. Dès l'entrée, des marquages au sol indiquaient le parcours à suivre pour se rendre en classe, avec passage obligé au lavabo muni de savon. Dans les salles, des séparations en plexiglas ont été installées entre les tables. Écoutez Ferdi Louisi, le maire de Goyave. Je suis très satisfait de cette rentrée des classes, en fait, cette reprise des activités scolaires. Les parents, comme prévu selon le système de rentrée progressive, ça a été mis en application, ici notamment à l'école de Christophe, avec les parents qui ont été rassurés, et puis la commune a mis les moyens qu'il faut pour non seulement appliquer le protocole, mais mettre encore des dispositions qui nous permettent de donner plus de sécurité, de préservation de la santé des enfants. Toute la signalétique, les points d'eau, tous les gestes barrières, toutes les étapes des gestes barrières. Au niveau des salles de classe, nous avons ajouté des matériels sous des systèmes de séparation en plexiglas pour permettre que les enfants et les enseignants, ainsi que le personnel des services techniques qui est sur place, soient vraiment en sécurité. 10% des effectifs vont reprendre leurs activités, les parents qui se sont manifestés, et bien sûr, s'il y a d'autres parents qui souhaitent. La fin des cours a retenti à 11h30 précise avec ces quelques parents venus récupérer leurs enfants. C'est le cas d'Émilie, elle-même enseignante, mais dans le second degré. Tout simplement parce que moi je suis enseignante au second degré et que j'ai besoin aussi de retrouver mes élèves, puis essayer de récupérer les élèves qui ont été un peu laissés dans la nature et lâchés. Donc voilà, j'en en ai beaucoup parlé avec ma fille. Il y a la deuxième qui va rentrer la semaine prochaine. Donc non, on est quand même ici assez protégés en Guadeloupe. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Ile-de-France par exemple. Il y a des signalisations, il y a un lavabo qui a été installé, donc ils doivent laver leurs mains. Non, effectivement, ça peut apaiser l'anxiété des enfants pour cette reprise en tout cas. La rentrée s'est donc déroulée dans le calme, sans crainte particulière. D'autres classes reprendront le chemin de l'école ces jours prochains. Le reportage de Reims-Xieng. Rappelons bien évidemment que seules 3 communes sur les 32 de l'archipel ont décidé d'effectuer ces rentrées en primaire et en maternelle. Petit-Bourg, Goyave et Désirade. Les autres, on le sait, attendront plus sagement septembre prochain. Il n'y a pas que l'organisation des écoles qui soit chamboulée au travers de ce déconfinement. 4e jour de liberté progressivement retrouvée, nous dit-on. Celle des établissements d'accueil de la petite enfance l'est aussi. Un protocole d'hygiène est désormais obligatoire pour toutes les crèches et micro-crèches. Dispositif Laura Latchan, qui n'est pas toujours simple à appliquer. Nous allons le constater à travers votre reportage. C'est le ministère des Solidarités et de la Santé qui, par le biais d'un protocole national de 34 pages, a encadré le retour des tout-petits dans les dispositifs d'accueil. Gestes barrières et mesures d'hygiène sont bien sûr de rigueur. À la microcrèche So Baby du Lamentin, on s'adapte, mais pas toujours évident, selon la gestionnaire Betty Moline. En ce moment, nous devons juste redoubler d'attention. Par contre, financièrement, la mise en place est très très onéreuse. Le port du masque reste quand même la plus grosse contrainte de la journée. Il fait chaud et il est difficile de communiquer avec les enfants avec le masque. Nous ne pouvons accueillir actuellement que 10 enfants. Donc nous avons mis en place un protocole pour les salariés, pour les parents et pour les enfants. Donc nous devons être munis de masques, respecter la distanciation sociale avec les collègues, désinfecter plusieurs fois par jour les jeux et jouets. Et pour les parents qui s'interrogent sur les frais, chaque structure dispose de son propre fonctionnement de facturation. Les parents absents en avril et mai n'ont pas payé la crèche. Les parents présents en mai ont été facturés à partir du 12, date de la reprise. Les parents ne souhaitant pas continuer leur contrat n'ont pas eu à donner un mois de préavis comme stipulé sur ce contrat. Rappelons qu'en cas de symptômes, chaque parent doit prendre la température de son enfant le matin avant de l'envoyer à la crèche. Si cette température est de 38 degrés ou plus, l'enfant doit rester à la maison. Si des symptômes apparaissent au cours de la journée, il doit être isolé des autres. Notez que le protocole ne prévoit pas une obligation de prévenir tous les parents en cas de suspicion de cas de contamination. Le reportage de Laura Latchan. Hier soir, dans le magazine de la rédaction, 2 annonces ont été formulées en rapport avec la crise sanitaire mondiale. La première par la sénatrice de la Guadeloupe, Victoire Jasmin, indiquant que son groupe parlementaire avait déposé une proposition de loi afin d'indemniser les patients ayant été atteints de Covid-19. C'était pour vous donner la primeur parce que j'ai déposé une proposition de loi qui vise à créer un fonds d'indemnisation. Donc c'est enregistré déjà au Sénat. Ça va sortir sur le journal officiel. Et comme vous me faites confiance, vous m'invitez, donc je tenais à ce que vous soyez ceux à qui je le dis en premier carrément. Donc il y aura évidemment la communication du groupe dans lequel j'appartiens. Mais cette proposition permettra de prendre en charge les victimes du Covid-19, qu'elles soient salariées et pour du privé ou du
public d'ailleurs, mais aussi toutes les personnes du SDIS. On a vu qu'il y a des vigiles, des caissières. Et là, pour le moment, le gouvernement voudrait que ce soit reconnu comme maladie professionnelle pour les professionnels de santé. Ma proposition est beaucoup plus large, donc à l'occasion, j'aurai à vous en parler davantage. Donc, je voulais vous faire cette primeur. Merci beaucoup. Je vous remercie. Par ailleurs, l'avocate maître Hélène Bessis est revenue sur les cas de violence conjugale ayant été en très nette augmentation chez nous en Guadeloupe durant le confinement. Avec le confinement, on était dans une espèce d'enfermement, donc tout restait à l'intérieur du lieu. Donc la moindre chose, la moindre parole faisait exploser la violence verbale et physique. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de violence intrafamiliale, il ne s'agit pas que de violence physique, mais aussi de violence psychologique ou verbale. Cela est inscrit maintenant dans le code depuis une bonne dizaine d'années. Bonne nouvelle, on n'a pas eu de mort pendant ce confinement, mais en revanche, il y a eu, disons, un doublement des cas. Ce chiffre, je le tiens de l'unité médico-judiciaire. Aujourd'hui, à l'UMJ, il y a à peu près 4 victimes par jour. C'est-à-dire qu'on arrive pendant la période de confinement à entre 90 et 200 personnes qui ont été portées plainte. Je répète, quand vous allez déposer plainte, quand vous êtes victime, vous allez déposer plainte, l'officier de police judiciaire, que ce soit un policier ou un gendarme, va vous diriger vers l'unité médico-judiciaire qui est seule habilitée à vraiment établir un certificat médical. Notre particularité, nous, avec cette unité médico-judiciaire, c'est que le certificat médical, là, est en fait un rapport parce qu'il y a une prise en charge à la fois par un médecin, par un psychologue et par une assistante sociale. Et il faut savoir aussi que quand une victime ne veut pas au départ déposer plainte, elle peut malgré tout maintenant, depuis un peu plus d'1 an, se rendre à l'unité médico-judiciaire sans donc réquisition d'un officier de police judiciaire pour se faire établir un certificat médical. Si après ça recommence et qu'elle veut prouver une antériorité, l'UMJ sortira le dossier, si j'ose dire. Un rattrapage compromis malgré un confinement global réussi. L'IEDOM a présenté aujourd'hui la conjoncture outre-mer en 2019 et les perspectives pour 2020. Forcément, dans le contexte actuel de la pandémie, ces perspectives sont fortement dégradées. Précision de Marie-Anne Poussin-Delmas, présidente de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, interrogée par Aline Druel à Paris. Les perspectives 2020 sont particulièrement dégradées parce que nos économies ultramarines sont très dépendantes des échanges extérieurs. Or, cette crise sanitaire, on le voit, elle est mondiale. Elle va donc directement impacter les chaînes d'approvisionnement et les marchés. Et donc, tout ceci va se ressentir fortement avec peut-être, on l'a souligné, 2 facteurs aggravants. D'une part, le tissu entrepreneurial essentiellement composé de TPE qui sont plus vulnérables au choc conjoncturel. Et également, c'est ce qu'on vient de montrer, la place centrale du tourisme dont, il faut bien le dire, nous ne connaissons pas aujourd'hui les conditions de reprise. Il valait bien cet hommage funèbre malgré les restrictions habituelles en la matière en ces temps d'urgence sanitaire. Nous reviendrons bien évidemment sur la disparition de Clotaire Bouécasse à l'âge de 75 ans. L'hommage, c'était hier. À tout de suite. Vous le savez, c'est par un hommage unanime du cyclisme local que Clotaire Bouécasse a été salué hier lors de ses funérailles suite à son décès début mai à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. Un cortège de motos sécurité, de voitures ouvreuses et de 10 cyclistes s'est formé pour accompagner le corbillard jusqu'au vélodrome de Gourdeliane où une cérémonie était organisée avec une assistance réduite en raison de la crise sanitaire mondiale. Malgré tout, une centaine de personnes avaient fait le déplacement en tentant de respecter les gestes barrières. Les commémorations se sont ensuite poursuivies au crématorium de Blanchette à Morne-à-l'Eau. Un hommage de toutes les composantes de la discipline et notamment des arbitres par la voix d'Evelyne Déby, responsable au sein de la commission de la désignation du comité régional et est interrogée par Nicolas Ledin. Il va beaucoup nous manquer parce que c'est un homme, il aidait tout le monde de la manière qu'il pouvait et dans le comité, au sein du comité, il a travaillé avec tous les présidents, mais quels que soient tous les présidents. L'avant-dernier président le disait, M. Cholette, il disait que quand il ne savait pas quelque chose, c'est à M. Clotaire Bouécasse qu'il fallait s'adresser. Et je respecte cette phrase-là puisque c'était vraiment une très belle évidence. Oui, il va nous manquer. Oui, il va me manquer. Il a été honoré
Il a été remercié, on va dire. Et en tant que chrétienne, je dis merci Seigneur qu'il a eu, avant effectivement de partir, qu'il a été le président du comité. Ça veut dire qu'il a eu ce qu'il attendait. Et nous retrouvons comme chaque jour nos confrères d'Europe 1 pour la partie de l'actualité nationale avec le prolongement des aides de la CAF aux plus démunis. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, il va la tenir. Demain, une aide versée aux familles les plus modestes pour faire face aux coûts du confinement, entre chute de revenus et dépenses supplémentaires pour nourrir la famille. 150 € plus 100 € par enfant seront versés automatiquement aux bénéficiaires des minima sociaux. Jeanne Bergaoui, une aide attendue parce que le confinement a aggravé des situations de précarité. Oui, en 2 mois, les revenus de ces familles se sont effondrés. Peu ou pas de chômage et des charges supplémentaires. Il faut faire déjeuner les enfants puisqu'il n'y a plus de cantine quasi gratuite. Alors je vous donne un exemple. Guy, la quarantaine. Il se présente comme précaire avec un travail à temps partiel à forte pénibilité, des horaires de nuit. Aujourd'hui, il n'a plus d'activité et touche 500 € par mois, dit-il. Chaque sou est compté. Alors pour ce père de famille, cette aide exceptionnelle, c'est une très bonne nouvelle. Ce petit apport substantiel que l'État va donner, ça va nous être d'un grand réconfort. C'est un très bon coup de pouce. On va essayer de mettre un budget pour les vêtements aussi, parce qu'on a l'habitude d'aller dans les vestiaires. Comme tout le monde, se faire plaisir, pourquoi pas manger même au resto. On ne peut pas aller dépenser 15 € pour un plat. Non, c'est difficile de joindre les deux bouts. Ces difficultés financières ont poussé Guy à se tourner pour la première fois vers les associations d'aide alimentaire. Depuis le début du confinement, pour pouvoir nourrir sa famille, il s'est rendu à 2 reprises aux distributions gratuites du Secours populaire. Sanofi a mis l'Europe au pied du mur aujourd'hui et son directeur général Paul Hudson le répète ce soir. Il faut que l'Europe partage les risques, sinon les États-Unis auront priorité sur un éventuel futur vaccin. Oui, en gros, il appelle l'Europe à mieux financer la recherche. La menace a déclenché un tollé jusqu'à l'Elysée. Emmanuel Macron recevra les dirigeants de Sanofi, qui est un laboratoire français, rappelons-le. Et au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, hors de question que les Américains soient servis d'abord. Réponse ce soir sur Europe 1, le directeur Europe, Hans Kluge. On a lancé avec le directeur général Dr Tedros à Genève une grande initiative ensemble avec Madame la présidente de la Commission européenne, Dr van der Leyen, et aussi Monsieur Bill Gates, un engagement politique pour fournir accès équitable à tout le monde. Évidemment, c'est quelque chose de volontaire, mais on fait une coordination pour que tout le monde, surtout les vulnérables, auront l'accès au vaccin. Et ça, c'est très, très important. Parce que malheureusement, on a vu de nouveau, comme pendant des autres pandémies, que c'est surtout les vulnérables qui étaient affectés. Le directeur Europe de l'OMS, interrogé par Sonia Mabrouk en exclusivité pour Europe 1, entretien qui sera diffusé demain à 8h15 dans la matinale de Mathieu Béliard. Et puis, cette information qui vient de nous parvenir, avec ce communiqué du maire de la ville des Abîmes qui informe ses administrés que la ville des Abîmes n'a aucun accord financier, je cite, de quelque nature que ce soit avec un établissement dénommé BGFI Banque de Paris pour la délivrance de crédits à la consommation. C'est donc important de ne pas tomber dans cette arnaque, visiblement en tout cas. Ces personnes qui se font passer pour la BGFI Banque de Paris en indiquant qu'ils auraient un accord avec la ville des Abîmes. Ce n'est pas le cas pour des crédits à la consommation. C'est vrai que certains vont en profiter de cette période. 13h39. Merci de nous avoir suivis. Fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information locale et régionale à 17h pour les titres, puis à 18h pour le Caraïbe Soir avec Nicolas Ledin. Mais tout de suite, c'est le retour de Judith sur RCI. Merci Richard Garnier pour votre journal très complet, une édition qui a été réalisée par Josué Blanchard. Et cet après-midi, nous revenons bien sûr sur l'actualité. Vous l'avez entendu, les voyages seront possibles pour rebooster le tourisme. Donc dans l'Hexagone, alors vers l'Hexagone et chez nous également. Alors vous, qu'est-ce que vous allez décider de faire pendant ces vacances? Est-ce que vous allez voyager, vous rendre dans l'Hexagone, ou alors est-ce que vous allez peut-être faire le choix de profiter
profiter de l'île du pays. Donc vous pourrez nous appeler au 96 27 27 pour nous donner votre point de vue. Est-ce que cette mesure sera suffisante pour rebooster le tourisme? Eh bien, vos points de vue seront les bienvenus au 96 27 27 à partir de 15h. Dans quelques instants, la suite de nos programmes avec, comme vous le savez, les services, la rubrique nécrologique et ensuite le bloc-notes RCI.